et que je ne peux plus respirer cet air. Je ne peux plus fouler ce sol. La voix devant soi. Karim Errar. Bienvenue dans notre podcast, où des voix venues de différents horizons racontent leur histoire. Ensemble, partons à leur rencontre et découvrons leur réalité. Bonjour à tous, direction Corée du Nord avec un deuxième épisode avec un témoignage exceptionnel. Avec vous, Kim, bonjour. Bonjour, Karim. Vous êtes né en 1992 à Aesan, c'est une ville située au nord de la Corée du Nord, et vous vous êtes échappé de la Corée du Nord en 2012, et aujourd'hui vous étudiez l'économie à l'université de Neuchâtel. Dans le premier épisode, nous avons parlé de votre famille et de votre enfance. Dans le deuxième épisode, nous allons parler de votre scolarité et de votre travail. À la fin du premier épisode, nous avons parlé de la mort de Kim Jong-il et maintenant on va revenir sur cet événement-là. On dit que Kim Il-sung, donc le père de Kim Jong-il, était plus apprécié que Kim Jong-il lui-même. Oui, Kim Jong-il avait une popularité beaucoup moins importante que son père. Il était beaucoup moins admiré. Avec lui, nous avons eu la marche ardue et aussi le changement de monnaie qui a été très difficile. Et surtout parce que c'était quelqu'un qui ne communiquait pas du tout avec la population. Kim Jong-il a changé la monnaie en 2009. Vous pouvez nous donner un peu plus de détails ? Oui, alors en 2009, il a changé la monnaie du pays avec un montant limité. Il a fait ça afin de contrôler le marché noir et les finances du gouvernement. Cela a causé de l'inflation et surtout une méfiance vis-à-vis de la politique du gouvernement. Par exemple, nous pouvions changer la proportion de la nouvelle monnaie à 1%. Donc, nous pouvions obtenir 1000 won avec 100 000 won avec cette nouvelle monnaie. Et après cela, le reste de l'argent devenait de vulgaire papier. Et les petits marchés ont réagi à cette crise en cessant totalement l'approvisionnement. Plus d'approvisionnement signifie que les prix ont augmenté d'environ 100%. Les produits comme le riz, les légumes et la viande revenaient à leur prix d'origine. Cela n'affecte que les pauvres, évidemment, parce que les riches, eux, ils ont des dollars et des yuan chinois. Parlons maintenant de la vie à l'école. Comment s'est passée votre scolarité à Pocheon ? L'école que je fréquentais était une école privilégiée, ce qui signifie que les élèves qui en sortaient étaient assurés d'entrer dans les universités de leur choix. Le système éducatif nord-coréen est élitiste. Comme dans d'autres pays communistes, les étudiants servent à prouver la suprématie du pays. Mon école était l'une d'elles et les matières enseignées sont totalement différentes, axées fortement sur les sciences et l'anglais. Cependant, les infrastructures n'étaient pas bonnes, contrairement à ce que la réputation de l'école laissait prétendre. Au dortoir, par exemple, les repas étaient mal gérés et nous étions sous-alimentés. Nous ne mangions que du porridge au maïs et nous avions faim chaque nuit en nous couchant. Et pour information, mon lycée était le seul lycée de Corée du Nord à porter le nom de Kim Il-sung. Et l'enseignement est divisé en deux catégories. Une première consacrée à la culture générale et une deuxième consacrée à la vie des grands leaders. Oui, presque la moitié du contenu et du temps est consacré à l'apprentissage de ces sujets. Kim Il-sung et Kim Jong-suk, son épouse, et Kim Jong-il. En réalité, ces matières priment sur les matières scientifiques. Nous apprenons ces sujets de la maternelle jusqu'à la fin de notre vie. Comment ça, jusqu'à la fin de notre vie ? Oui, sous la forme d'une réunion hebdomadaire. Toutes les personnes, quel que soit leur âge, étudient chaque semaine le journal contenant les directives du gouvernement. La biographie de Kim Il-sung et de Kim Jong-il est enseignée comme une mythologie. Vous pouvez nous raconter un épisode qui pourrait l'illustrer. C'est une question compliquée. Jusqu'à l'école primaire, nous entendions des contenus ressemblant à ce que racontent les médias. Oui, par exemple, Kim Il-sung courant sur l'eau du fleuve, raconté comme une sorte de mythe. Au collège, par contre, la méthode change. Il s'agit plus d'interpréter l'histoire selon la perspective du pays ou selon le point de vue du leader, du dirigeant.
ce qui signifie que l'histoire, comme par exemple l'occupation japonaise et la guerre de Corée, est présentée comme le résultat d'un manque de leadership. Un épisode que je peux expliquer concerne le mouvement anti-japonais, appelé en Corée du Sud le 1er mars. Le mouvement du 1er mars. Oui, on nous apprenait que cette action était menée par Kim Young-jaek, le père de Kim Il-sung, à Pyongyang en 1919. Elle aurait échoué faute de leadership suffisant. En résumé, la vérité est enseignée selon la perspective de Kim. Vous nous avez dit que l'histoire est enseignée selon la perspective de Kim Il-sung et on peut dire que son culte de la personnalité est aussi présent dans les salles de classe. Oui, bien sûr. Dans chaque salle de classe, nous avons 3 portraits en haut d'un mur de la famille Kim. Nous devons les nettoyer tous les matins et quelqu'un vient vérifier que cela soit fait correctement. Oui, c'est le symbole de notre patriotisme. Par exemple, nous devons les protéger en cas d'incendie, de feu ou de toute autre chose qui peut leur arriver, car il est hors de question que ces portraits brûlent. D'ailleurs, dans chaque pièce, nous avons des cylindres de protection pour les portraits. Dans l'enseignement obligatoire que vous avez suivi, il y a aussi un culte de la personnalité, cette fois avec un personnage féminin, Kim Sang-suk, qui était la femme de Kim Il-sung, la mère de Kim Jong-il, et elle est un exemple pour toutes les mères de Corée du Nord. Oui, c'est vrai. En fait, ça a commencé avec Gang Bang-sok, qui est la mère de Kim Il-sung. Oui, elles se sont sacrifiées toutes les deux pour protéger leur fils et mari, Kim Il-sung, en tant que femme et camarade révolutionnaire. Elle soutenait mentalement et physiquement le grand leader à la télévision. Durant votre enseignement, les enseignants vous ont aussi appris le mépris des Américains et de la nation américaine et comment ils s'y prenaient. Oui, en fait, cela commence dès notre plus jeune âge. Dès la maternelle, toutes les chansons pour enfants étaient soit des chansons patriotiques, soit des chansons de haine. On enseigne aussi aux enfants que leur devoir principal est de se venger de l'impérialisme américain pour ce qui a été fait pendant la guerre de Corée de 1950 à 1953. Ils appelaient les Américains des loups, des envahisseurs. Aussi, sur les panneaux d'affichage dans chaque école, il y avait des caricatures violentes décrivant les Américains comme mauvais. Oui, par exemple, nous avions des événements récréatifs, des pique-niques chaque semestre avec des jeux où nous devions tirer sur des Américains pour nous rappeler qui étaient nos ennemis. Est-ce qu'il y a aussi le mépris des Sud-Coréens qui vous a été enseigné? Oui, ils disaient que la Corée du Sud était colonisée par l'Amérique. Donc, en gros, on nous disait que la Corée du Sud était un pays pauvre et que nous devions unifier la Corée. On nous enseignait que les étudiants en Corée du Sud étaient privés d'opportunités éducatives et de soins médicaux. Ils critiquaient le capitalisme et nous ne connaissons même pas le nom officiel de la Corée du Sud. On ne nous enseignait pas Daehanminguk en coréen, mais en Corée du Nord, on l'appelait Namjeonsong, ce qui signifie la partie sud de la Corée du Nord. Qu'est-ce qu'on vous a enseigné sur l'Europe? Nous n'avions accès à l'information que par la télévision ou les journaux. Vous savez, en Corée du Nord, nous n'avons qu'une seule chaîne. Et cette chaîne ne diffuse les informations qu'1 heure par jour. Parfois, il y avait des informations internationales à ce moment-là, donc les sources d'informations étaient vraiment limitées. J'aimais regarder la Coupe du Monde et les Jeux olympiques. Envers l'Europe, nous ne recevions pas autant d'enseignements hostiles. Quand vous regardiez les matchs de la Coupe du Monde de football et les Jeux olympiques, quel était votre sentiment ou quelle était votre perception du monde extérieur? Honnêtement, la vision n'était pas idéale,
Les joueurs, avec leur apparence, leur coupe de cheveux, les tatous, nous confortaient vraiment dans l'idée que les pays capitalistes étaient sauvages. Mais en même temps, leur taille, leur musculature, ça me faisait penser que, pour finir, ils n'avaient pas l'air aussi pauvres que l'on essayait de nous faire croire dans la propagande. Justement, durant votre formation scolaire, est-ce que vous étiez consciente que le système éducationnel vous mentait sur l'histoire, sur la vie des grands leaders et sur le reste ? Non, je n'ai jamais douté de ce qu'ils enseignaient. Ce qui est important dans le système éducatif en Corée du Nord, c'est que personne ne demande aux élèves ce qu'ils pensent en classe. On leur demande seulement ce qu'ils doivent savoir. Donc il n'y a pas d'esprit critique dans ces classes. C'est presque comme une secte. On coupe les informations venant du monde extérieur et on développe son propre système de croyances. Il est difficile de penser différemment. On va revenir sur la formation scolaire des Nord-Coréennes et des Nord-Coréens. Comment le système gère les talents en musique, en dessin, en danse ? Après l'école primaire, les élèves peuvent choisir le lycée en fonction de leurs talents. Par exemple, la musique, les instruments, la danse, le chant ou même les sciences. Mais après la marche ardue, donc la grande famine des années 90, la chose la plus importante pour entrer à l'école, c'était d'avoir de l'argent. Le talent, lui, passait au second plan. Le financement de l'école est vraiment insuffisant pour payer les enseignants. Donc les élèves doivent verser de l'argent aux professeurs. Dans mon cas, c'était pareil. Je suis allée au lycée Kim Il-sung et c'est un lycée scientifique, mais il n'est pas du tout gratuit. Je devais payer les professeurs chaque semestre, soit en argent, soit en nature, par exemple, avec du riz, du sucre ou d'autres produits. Il fallait toujours payer. Sugar, something you should pay. It is not legal to receive something from students. Bien évidemment, il est illégal de recevoir quoi que ce soit des élèves, sous quelque forme que ce soit. Les enseignants peuvent être punis pour cela. Ils n'ont pas d'autre choix. Ils n'ont aucun revenu suffisant pour subvenir à leurs besoins quotidiens. Donc voilà comment cela fonctionne à l'école. So, yeah, that's how it works in the school. Comme la Corée du Nord est ce qu'on appelle un État guérilla, avec une politique militaire très forte, c'est le premier pilier de la société. D'ailleurs, ils ont un nom pour ça, c'est le Tseongon-cheongti. Est-ce qu'à un moment donné, les adolescents nord-coréens sont amenés à effectuer un stage militaire obligatoire? Yes. Every student should attend this military Oui, tous les élèves doivent participer à cet entraînement militaire lorsqu'ils ont 14 ans. The students should attend one week training. Ils doivent suivre environ une semaine de formation avec un fusil, apprendre la discipline et défiler en groupe. Le dernier jour, nous faisons des tirs réels avec 3 balles par élève. With the 3 bullets each students. Dans votre programme scolaire, notamment en histoire, est-ce que vous avez étudié l'histoire de la Corée avant l'occupation japonaise ? Donc on rappelle que les Japonais ont occupé la Corée de 1910 à 1945. Qu'avant 1910, il y avait le royaume de Choson qui a duré à peu près 500 ans. Est-ce que vous avez étudié l'histoire de la Corée avant cette occupation japonaise ? Yes, Oui, nous apprenons d'abord le mythe de Dangun, le fondateur de Go Joseon, puis la période des 3 royaumes. Mais l'interprétation de l'histoire est très différente de celle de la Corée du Sud. Par exemple, Silla, l'un des 3 royaumes parmi les 3 royaumes, a unifié la péninsule coréenne pour la première fois. Mais sur la carte, cela correspond en grande partie au territoire de l'actuelle Corée du Nord. Donc, la Corée du Nord affirme que la première véritable unification de la Corée incluait la partie nord-coréenne. In the case of Joseon Dynasty, it is also same.
Dans le cas de la dynastie Joseon, c'est pareil. En Corée du Nord, ils critiquent le fondateur de Joseon, Lee Sung-gae. Ils disent qu'il a trahi la Corée. Mais en Corée du Sud, on ne le critique pas de cette manière. Il n'y a pas ce point de vue sur la personne. En Corée du Sud, on présente plutôt les faits tels quels. En revanche, en Corée du Nord, il est interprété comme un traître. Cet homme, Lee Sung-gae, a renversé le roi en 1392 et a pris le pouvoir de la dynastie précédente, appelée Goryeo. Du point de vue nord-coréen, cet événement est présenté comme un exemple destiné à transmettre un message au peuple. On ne peut pas faire ce genre de choses au roi ou à la personne la plus élevée du pays. Après avoir suivi les cours au lycée Kim Il-sung, qu'est-ce que vous avez exercé comme métier? Qu'est-ce que vous avez fait? En fait, je n'ai pas obtenu mon diplôme au lycée Kim Il-sung parce que j'ai finalement perdu ma maman qui est décédée. J'ai donc décidé de quitter cette école et de me transférer dans un lycée ordinaire. Après l'obtention de mon diplôme, je voulais aller à l'université, notamment dans une école de formation des enseignants. Mais je n'avais aucun soutien financier, alors j'ai dû abandonner. Ensuite, j'ai travaillé dans un élevage de poulets pendant 3 ans. Et en quoi consistait votre travail dans cet élevage? It was a chicken farm, basically. We raised the chicken for the special army group in Pyongyang. C'était en fait un élevage de poulets. Nous élevions des poulets pour une unité spéciale de l'armée à Pyongyang. Ma tâche principale était d'assurer la sécurité de la ferme sur le terrain. J'avais un fusil, une arme avec de vraies balles, 5 balles à chaque fois. Je ne sais pas pourquoi c'était 5, mais j'avais 5 balles. Nous assurions la sécurité 24 heures sur 24. 5 gardes se relayaient pour protéger la ferme. 5 girls, we have to keep the safety of this farm. Other than that, you have to be farmer. En plus de cela, nous devions aussi travailler comme agriculteurs. Nous cultivions du maïs et des légumes pour nourrir les poulets. Nourish this chicken. It was after the harsh march, la grande famine. C'était après la marche ardue, la grande famine donc, mais nous recevions l'électricité en continu et des véhicules venant de Pyongyang. Tout était consacré à ces poulets. Les poulets étaient nourris avec du poisson, du maïs et des légumes. Mais nous, les travailleurs, nous mangeons seulement du maïs et du kimchi, c'est-à-dire des légumes. We eat only corn and kimchi, a vegetable. Also, we are ordered to kill anyone to reach. On nous avait aussi donné l'ordre de tuer toute personne qui tenterait d'entrer dans la ferme. Mais juste à côté, en dehors de la ville, il y avait un camp militaire. Alors, des soldats venaient parfois à notre ferme pour voler des poulets ou même des éléments des installations, comme les clôtures. Et les clôtures, elles étaient en acier, donc les soldats pouvaient les voler et les revendre au marché. Avec l'argent obtenu grâce à cet acier, ils pouvaient acheter de la nourriture. Alors, nous étions autorisés à tirer. Donc, on pouvait tirer sur toutes les personnes qui s'approchaient de la ferme afin de protéger les poulets. La vie de ces poulets passait avant celle d'un être humain. Je me souviens qu'un jour, j'ai attrapé un soldat du camp voisin. Il essayait de voler une clôture. Heureusement, je ne l'ai pas tiré dessus parce qu'il n'a opposé aucune résistance. Quand je l'ai mis en joue, je lui ai crié « Ne bouge pas, stop !» Et il a obéi, heureusement. Donc je n'ai pas tiré. J'ai presque procédé à son arrestation. Puis nous avons dû le convaincre de ne plus recommencer ce genre de choses. Ensuite, nous l'avons relâché. Durant le temps où vous avez travaillé en tant que garde dans cette ferme qui élève des poulets, est-ce que vous avez eu des bons moments? Oui, non, je peux dire que ce sont des moments horribles, pour être honnête. C'est une charge de travail très lourde. On doit travailler environ 12 heures
par jour. Je suis même allée en prison. Went to jail. Vous avez passé du temps en prison? Yes, one day I tried to stay out. Oui, un jour j'ai essayé de rester éveillée pendant mon service de nuit, mais vers 2 heures du matin, je n'y arrivais plus. Mon patron a découvert que je dormais avec mon arme. Alors il a pris mon fusil et il a essayé de me faire porter le chapeau en disant que je l'avais perdu. Perdre son fusil, c'est genre un péché énorme en Corée du Nord. Mais moi, je n'étais pas vraiment prête à m'excuser pour ça. Finalement, il m'a mis en prison et a essayé de me faire réfléchir à ce que j'avais fait de mal. La seule chose de positive, c'est que je n'avais pas besoin de travailler. Donc, j'avais énormément de temps pour dormir. I don't need to work and I have tons of time to sleep. Additionally, also I met En plus, j'ai rencontré des filles qui avaient essayé de fuir la Corée du Nord pour aller en Chine. Et peut-être que c'est à partir de ce moment-là que l'idée de m'enfuir a commencé à germer dans mon esprit. Avant ça, je pensais que c'était quelque chose d'horrible à faire dans sa vie. Et ensuite, vous êtes retourné dans cette ferme qui élève des poulets. Vous pouvez nous parler de vos collègues? Quel genre de vie ils menaient? As I said, it was a Pour mes collègues, c'était aussi une vie très difficile. Enfin, c'était une vie très difficile pour tout le monde. S'occuper des poules, cultiver le maïs et les légumes. Et en plus, il n'y avait aucun salaire. Also no wage available. All the resources we Les can ressources qu'on avait, c'était voler l'entreprise. from the company. You can steal whatever you can generally. On prenait tout ce qu'on pouvait. Par exemple, en tant qu'agent de sécurité, on volait du maïs et on le revendait au marché Janmadang pour l'échanger contre des vêtements et d'autres aliments. Clothes, and other food. D'autres collègues volaient des poules, de la viande ou des œufs. And eggs. Good Le thing point is, positif, c'est qu'on était suffisamment approvisionnés par le gouvernement pour nourrir les poulets, que ce soit en poisson, maïs ou légumes. just for the chicken. As a En tant que woman, femme, c'était vraiment horrible. Il fallait faire face à des violences, que ce soit verbales, physiques ou sexuelles. physically and sexually. My boss was crazy. Mon patron était complètement fou. Quand il se mettait en colère, personne ne pouvait l'arrêter. Un jour, j'avais fait un trou dans mes oreilles pour mettre des boucles d'oreilles. Il m'a giflé et il a essayé de me couper les oreilles avec un couteau. And tried to cut my ears with a knife. And as a girls, we are not allowed to date anyone. D'abord, on n'avait pas le droit de fréquenter qui que ce soit. Les hommes dans l'entreprise touchaient parfois ton corps, au hasard. C'était considéré comme normal. En plus, je n'ai jamais pensé que c'était un mauvais comportement. I never thought about that is the bad behavior. Worst thing is Le like pire, c'est que tout le monde, enfin surtout les officiers de haut rang, prenaient des drogues, comme des sortes de stimulants, tous les jours. Enfin, je pense que ça devait les rendre complètement instables émotionnellement, enfin j'imagine. I hope. Concernant la drogue, est-ce que c'était quelque chose qui était assez répandu? We called it like Chinese way. Like On appelle ça à la chinoise le bingdu. C'est comme de la méthamphétamine. C'était assez courant, je crois, dans les années 2010. 2010s, I think. It is from China and Ça vient de Chine et ça se consomme par le nez. Les gens apprécient les effets. Ça les met dans un état second et ils ont moins d'appétit. of feeling high and less appetite. The leader of my Le chef de l'unité en prenait et restait éveillé toute la nuit. Et mon amie, elle pensait que c'était un médicament pour maigrir. believe it is the medicine to make you skinny. En fait, on peut le voir dans le visage de Kim Yo-sung, dont le village est vraiment typique d'une personne dépendante à la drogue. Quand vous parlez de Kim Yo-sung, vous parlez de la sœur du leader actuel Kim Jong-un. Oh, yes, yes. It Oui, is oui, her. c'est elle. You can Comme on see peut le voir à la on the télévision, TV, son visage her est très face is maigre, like sans so expression, skinny sans and éclat, emotionless comme s'il n'y avait aucune and âme sur son shiny. visage. No soul on her face. Some people, Certaines personnes étaient really vraiment prêtes à took tout pour la drogue. for Elles that, allaient même jusqu'à vendre tous leurs biens, selling all leur their maison, tout. properties, house. Après avoir travaillé 3 ans dans cette ferme qui élève des poulets, vous avez décidé de quitter votre travail. Quelles sont les raisons qui vous ont poussé à partir? En fait, j'avais plusieurs raisons de quitter mon travail. L'une d'elles, c'était que j'ai eu un gros conflit avec mes collègues. L'une des personnes avec qui j'avais un gros conflit, c'était ma chef dans l'entreprise. Elle avait une liaison avec notre patron. Notre patron avait 40 ans et elle en avait à peu près 20. 20 years old. One day, she saw me and boss. Un jour, elle m'a vue avec le patron. On était en train de parler ensemble dans la rue. We are talking in the road or something. Et puis elle a cru que j'avais une liaison avec lui et elle a commencé à me harceler, à me faire des reproches parce qu'elle était sous l'effet de la drogue, alors elle était complètement She paranoïaque. was also like addict.
Also, like, I don't want to fight back with him. Et je ne voulais pas lui répondre ni me disputer avec elle. Elle était complètement folle. Elle disait des choses très déraisonnables. Elle a commencé à faire courir des rumeurs sur moi, à tout le monde. Du coup, j'étais vraiment gênée. Really embarrassed. More importantly, Et le plus important encore, c'est que j'avais une question qui me taraudait l'esprit tout le temps. Quel genre d'avenir m'attend? Qu'est-ce qui m'attend? Je devais vraiment trouver une réponse à cette question. I have to answer this question. You know, I worked hard for 3 years, but I got nothing. J'ai travaillé dur pendant 3 ans et je n'ai rien obtenu. Et mes parents, ils sont morts avant la quarantaine. Et même si vous êtes malade, il n'y a aucune solution pour vous. No solution for you. So I realized that. Et en fait, j'ai réalisé que la vie de mes parents, c'était la vie qui m'attendait. Et je me sentais sans espoir dans ce travail et dans ce pays. In this job and country, you know. So like. Alors c'est là que j'ai décidé de quitter mon travail, de démissionner et de quitter le pays. Leave the country. Vous avez pris la décision à ce moment-là de quitter la Corée du Nord, mais est-ce que vous n'aviez pas peur quand même? I would say I have a fear. Je dirais que j'avais à la fois peur et pas peur, parce que je savais que je ne pourrais plus jamais revenir ici. Et en même temps, je n'avais vraiment aucune idée de ce qui se passait à l'extérieur. J'avais un passeur avec moi et une autre fille aussi qui m'accompagnait. On avait aussi un militaire avec nous, un peu comme un passeur, mais les autres soldats pouvaient quand même nous tirer dessus. Donc nous étions assez nerveux. Oui, sans peur. C'était plutôt ma façon d'exprimer ma résistance à l'oppression que je ressentais en moi. Le fait de faire quelque chose d'interdit me rendait aussi en même temps très excitée. Je pense que c'est simplement la nature humaine. Et le sentiment que j'avais à propos de ce pays, ainsi que l'espoir que j'allais être différente, ça m'a fait prendre cette décision. Bien sûr, j'étais jeune et courageuse. Je ne sais pas si je serais capable de le refaire si je retourne en arrière maintenant. Nous arrivons au terme de ce deuxième épisode avec vous, Kim. Vous allez nous raconter votre fuite dans un troisième épisode. Mais avant, vous étiez sur le point de traverser la frontière. Quel était le meilleur souvenir que vous avez gardé de votre temps en Corée du Nord? About the good memory, I would like to say. À propos des bons souvenirs, je dirais que c'est surtout le sentiment que j'avais pour ma ville natale. C'est comme un bébé qui se sent en sécurité avec sa mère. Like with their moms, you know. One day you have like a feeling down. Et quand un jour on se sent triste ou seul, la ville natale nous rappelle le sens de la vie, ou simplement qu'on peut y revenir un jour. Or sometimes you can come back to your hometown. The fact for me is that. Le fait pour moi, c'est que je ne peux pas y retourner. Et que je ne peux plus respirer cette air. Je ne peux plus fouler ce sol. C'est pour ça que c'est encore plus précieux pour moi. Peut-être que j'idéalise ces souvenirs à cause de cela. Mais ma ville natale, mon lieu de naissance et mon école me manquent vraiment. C'est la fin de cette deuxième partie avec vous, Kim. Merci beaucoup. Merci, Karim. Merci à toutes, merci à tous pour votre écoute. Merci à Patricia Vicente pour la voix. Et à très bientôt. La voix devant soi. Karim Errar.